Précisément parce que, fils de proviseur, je voyais toujours dans cette petite ville de l'Allemagne du Nord la culture professée jusqu'à la table et au salon comme un gagne-pain. Je haïssais depuis l'enfance toute philologie. Il suffisait que mon père considérât la science comme sacrée pour que ma personnalité en germe n'y vît que de vaines subtilités. Parce qu'il prisait les classiques comme des modèles, il me semblait didactique et par conséquent haïssable. Entouré de livres de tous côtés, je méprisais les livres. Toujours poussé par mon père vers les choses de l'esprit, je me révoltais contre toute forme de culture transmise par l'écriture. Cependant, mon père, avec sa vénération fanatique pour tout ce qui touchait à l'université, persista dans sa volonté que je suivisse les cours d'une faculté, et je ne parvins à obtenir qu'une concession. C'est qu'au lieu de la philologie classique, il me fut permis de choisir l'étude de l'anglais. Alors, dans ce Berlin, le sentiment de la liberté devint pour moi un enivrement si puissant que je ne supportais même pas la claustration passagère des cours magistraux de la faculté, ni même la clôture de ma propre chambre. Tout ce qui ne m'apportait pas une aventure m'apparaissait temps perdu. Et le provincial, tout nouvellement débarrassé du licol du collège, et qui n'était qu'un béjaune, montait sur ses grands chevaux pour avoir l'air bien viril. Je jouais au fanfaron de la grande ville et de la grande Allemagne. J'appris avec une rapidité étonnante la vanité et le fainéantisme des piliers de café. Naturellement, ce chapitre de la virilité comprenait aussi les femmes, ou plutôt les femelles, comme nous disions dans notre insolence d'étudiants. Et à cet égard, il se trouvait fort à propos que j'étais particulièrement joli garçon. De haute taille, svelte, avec encore aux joues le hâle de la mer, souple et adroit dans chacun de mes mouvements, j'avais beau jeu en face des pâles calicots desséchés comme des harengs par l'atmosphère de leur comptoir, qui, comme nous, se mettaient en campagne tous les dimanches en quête du butin. À travers les salles de danse, c'était tantôt une servante blonde comme les blés avec une peau d'une blancheur de lait, encore excitée par la danse, que j'entraînais dans ma chambre quelques instants avant la fin de la journée de sortie. Tantôt, c'était une nerveuse et pétillante petite juive de Posen qui vendait des bas chez Titz. Butin conquis en général aisément et vite abandonné aux camarades. Mais dans cette facilité inattendue des conquêtes, il y avait pour moi, qui n'étais hier encore qu'un collégien craintif, une nouveauté enivrante. Ces succès faciles accrurent mon audace, et petit à petit, je ne considérais plus la rue que comme un terrain de chasse pour ces aventures laissées entièrement au hasard, et qui n'était plus qu'une sorte de sport. Un jour que, suivant ainsi la piste d'une jolie fille, j'arrivais tout à fait par hasard devant l'université, je ris malgré moi en songeant depuis combien de temps je n'avais pas franchi ce seuil respectable. Par bravade, j'y entrai avec mon ami. Nous ne fîmes que pousser la porte et nous vîmes, spectacle d'un ridicule incroyable, 150 dos penchés sur les bancs comme des scribes et semblant joindre leur litanie à celle que psalmodiait une barbe blanche. Et aussitôt je refermai la porte, laissant s'écouler sur les épaules de ces laborieux le ruisselet de cette morne éloquence.
et je regagnais fièrement avec mon camarade l'allée ensoleillée. Il y a des moments où il me semble que jamais jeune homme ne gaspilla son temps plus sottement que je ne le fis pendant ces mois-là. Je ne lus pas le moindre livre. Je suis certain de n'avoir alors ni dit une seule parole raisonnable, ni conçu une véritable pensée. D'instinct, je fuyais toute société cultivée. Afin de pouvoir sentir plus fortement dans mon corps qui s'était révélé la saveur de la nouveauté et des plaisirs jusque-là défendus. Il se peut que cette façon de s'enivrer de sa propre sève et d'être enragé contre soi-même à perdre son temps fasse partie dans une certaine mesure des exigences d'une jeunesse vigoureuse, brusquement livrée à elle-même. Cependant, l'acharnement particulier que j'y mettais rendait déjà dangereuse cette sorte de paresse crasse, et il est fort probable que je serais tombé complètement dans la fainéantise ou dans l'abêtissement si un hasard ne m'avait pas retenu soudain sur la pente de la chute intérieure. Ce hasard, que ma gratitude aujourd'hui qualifie d'heureux, consista en ceci que mon père fut appelé à l'improviste à Berlin pour une seule journée, à une conférence des proviseurs au ministère. En pédagogue de profession, il profita de l'occasion pour se rendre compte de ce que je faisais sans m'annoncer sa venue, et pour me surprendre ainsi au moment où je m'y attendais le moins. Cette attaque par surprise réussit parfaitement. Comme la plupart du temps ce soir-là, dans ma médiocre chambre d'étudiant au nord de la ville, l'entrée était dans la cuisine de ma propriétaire, derrière un rideau. J'avais avec moi une jeune femme en visite tout à fait intime. Lorsque j'entendis frapper à la porte, supposant que c'était un camarade, je grognais de mauvaise humeur. « Oh, je ne suis pas visible !» Au bout d'un court moment, les coups frappés à la porte se renouvelèrent une fois, 2 fois, et puis, avec une impatience non dissimulée, une 3e fois. Avec colère, j'enfilai mon pantalon pour envoyer promener sans ménagement l'impertinent gêneur. Et ainsi, la chemise à moitié ouverte, les bretelles pendantes, les pieds nus, j'ouvris violemment la porte, et aussitôt, comme atteint d'un coup de poing sur la tempe, je reconnus dans l'obscurité de l'entrée la silhouette de mon père. De sa figure, je n'apercevais dans l'ombre guère plus que les verres de lunettes aux reflets étincelants. Mais la vue de cette silhouette suffit déjà pour que l'injure que je tenais toute prête se coinçât comme une arête dans mon gosier qui se serra. Pendant un moment, je restais comme étourdi. Puis, atroce seconde, il me fallut le prier humblement d'attendre quelques minutes dans la cuisine, le temps que je mette de l'ordre dans ma chambre. Comme je viens de le dire, je ne voyais pas sa figure, mais je sentais qu'il comprenait. Je le sentais à son silence, à la façon contrainte dont, sans me tendre la main, il entra dans la cuisine, derrière le rideau, avec un geste de répulsion. Et là, devant le fourneau qui sentait le café réchauffé et les navets, le vieil homme dut attendre debout pendant 10 minutes. 10 minutes aussi humiliantes pour moi que pour lui. Pendant que je tirais la fille du lit, la faisais se rhabiller à la hâte et la conduisais hors de l'appartement, en passant devant mon père qui, malgré lui, entendait tout. Il entendit forcément quelqu'un marcher, et au moment où elle disparaissait rapidement,
les plis du rideau claquaient dans le courant d'air, et je ne pouvais pas encore faire sortir le vieil homme de sa cachette avilissante. Il me fallait d'abord réparer le désordre trop éloquent du lit. Alors seulement, jamais de ma vie je n'avais éprouvé autant de honte, j'allais le chercher. En cette heure fâcheuse, mon père sut se contenir, et encore aujourd'hui je l'en remercie du fond du cœur. Chaque fois que je songe à lui, depuis longtemps décédé, je me refuse à l'évoquer d'après la perspective de l'écolier qui se plaisait à n'apercevoir en lui, avec dédain, qu'une machine à corriger, qu'un pédant entiché de minutie et sans cesse occupé à censurer. Au contraire, j'évoque toujours son image en cet instant si humain, où le vieil homme, profondément écœuré et pourtant gardant la maîtrise de lui-même, entra sans rien dire derrière moi dans cette chambre à la lourde atmosphère. Il avait dans sa main son chapeau et ses gants. Involontairement, il voulut s'en débarrasser, mais il eut aussitôt un geste de dégoût, comme s'il répugnait à ce qu'une partie quelconque de son être prit contact avec cette saleté. Je lui offris un siège. Il ne répondit pas, écarta seulement d'un signe de refus toute communauté avec les objets de ce lieu. Enfin, après être resté debout pendant quelques instants, glacial et le regard tourné de côté, il ôta ses lunettes et les frotta avec insistance, ce qui, je le savais, était chez lui un signe de gêne. La façon dont le vieil homme, avant de les remettre, passa le dos de sa main sur ses yeux ne m'échappa point non plus. Il avait honte devant moi, et moi j'avais honte devant lui. Aucun de nous ne trouvait une parole. En secret, je craignais qu'il ne commençât un sermon, une allocution faite de belles phrases, sur ce ton guttural que depuis le lycée je détestais et raillais. Mais le vieil homme, je lui en sais gré aujourd'hui encore, resta muet et il évita de me regarder. Enfin, il alla vers les étagères branlantes où étaient mes livres d'études. Il les ouvrit. Le premier coup d'œil suffit sans doute à le convaincre que je ne les avais pas touchés et à s'apercevoir que la plupart n'étaient même pas coupés. « Tes cahiers de cours !» Cet ordre fut son premier mot. Je les tendis en tremblant, car je savais trop bien que les notes prises en sténo correspondaient à une seule heure de cours. Il parcourut les 2 pages en les tournant rapidement, et sans le moindre signe d'irritation, il mit les cahiers sur la table. Il prit une chaise, s'assit, me regarda gravement, mais sans aucun reproche, et me demanda « Eh bien, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Qu'en résultera-t-il » Cette question, posée avec calme, me cloua au sol. Tout en moi était déjà prêt à la résistance. S'il m'avait réprimandé, j'aurais fait le fanfaron. S'il avait eu recours à des exhortations larmoyantes, je me serais moqué de lui. Mais cette question toute objective brisa les reins à mon arrogance. Sa gravité exigeait de la gravité. Son calme contraint commandait le respect et un accueil sans animosité. Ce que je répondis, j'ose à peine me le rappeler. De même, l'entretien qui suivit se dérobe aujourd'hui complètement devant ma plume.
Il y a des ébranlements soudains, une manière d'être brusquement ému qui, racontée, prendrait probablement une note sentimentale. Il y a des paroles qui ne sont d'une vérité profonde qu'une seule fois, prononcées entre quatre yeux, et quand elles jaillissent spontanément du tumulte inattendu des sentiments. Ce fut le seul entretien véritable que j'eus jamais avec mon père, et je n'hésitai pas à m'humilier volontairement. Je m'en remis à lui de la décision à prendre. Mais il ne me donna que le conseil de quitter Berlin et d'aller étudier le semestre suivant dans une petite université. Il était certain, dit-il, comme pour me consoler, que désormais je rattraperais courageusement le temps perdu. Sa confiance me bouleversa. En cette seconde, je sentis le grand tort que j'avais eu pendant toute une jeunesse envers ce vieil homme barricadé derrière un formalisme glacial. Je fus obligé de me mordre fortement les lèvres pour empêcher les larmes de jaillir, brûlantes de mes yeux. Mais lui aussi éprouvait sans doute quelque chose de semblable, car il me tendit subitement la main, la retint un instant en tremblant et s'empressa de sortir. Je n'osais pas le suivre. Je restais là, agité et troublé, et j'essuyais avec mon mouchoir le sang de ma lèvre, tellement j'y avais enfoncé mes dents pour rester maître de mes émotions. Pour moi, ce fut le premier ébranlement que je subis à 19 ans. Il jeta par terre, sans même un seul mot violent, tout l'emphatique château de cartes que mon désir de faire l'homme, d'imiter l'impertinence des étudiants et de m'encenser moi-même avait édifié en 3 mois. Je me sentis assez énergique, grâce à ma volonté piquée au vif, pour renoncer à tous les plaisirs de basse qualité. L'impatience m'envahit d'essayer sur le terrain de l'esprit ma force jusqu'alors gaspillée. Je fus pris d'un besoin passionné de sérieux, de sobriété, de discipline et d'austérité. C'est à cette époque que je me vouai tout entier à l'étude, comme par une sorte de vœu monastique, ignorant en réalité la haute ivresse que la science me réservait, et ne me doutant pas que dans ce monde supérieur de l'esprit, lui aussi, l'aventure et le risque sont toujours à la portée d'un être impétueux.